On va passer là plutôt, on va pouvoir donner la parole à Hermine, Madame Maître Baron, va nous expliquer un petit peu le processus des dossiers qui est un peu complexe, où on en est, parce qu'en fin de compte, là on a 6 reconnaissances, on espère 4 autres, mais les tumeurs professionnelles, les tumeurs cérébrales ne sont toujours pas dans le tableau des maladies professionnelles. Donc là, on y travaille et c'est la raison pour laquelle on va encore continuer à travailler ensemble. Donc merci Hermine de nous exposer les prochains travaux. Avec plaisir. Je me souviens très bien du premier dossier qui est arrivé, qui était celui de Clément Sauvaget. Et en fait, c'était une maladie pour laquelle, à première vue, la littérature scientifique, c'était pas si évident que ça. Et c'est toujours, il y a vraiment toujours le rôle des familles et des associations, puisque nous, si on nous avait soumis le dossier en nous disant est-ce que vous pensez qu'il faut faire une déclaration de maladie professionnelle, je ne sais pas si nous, on aurait vraiment conseillé. On aurait dit aux gens, c'est déjà une épreuve difficile, il y a vraiment, les chances de succès sont limitées. Et en fait, là, la démarche, elle était déjà commencée. Et il y avait déjà un obstacle, donc il fallait réagir un peu en urgence, il fallait contester un peu en urgence. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et après, on a vraiment creusé la matière et on a pu voir que la littérature scientifique, il y en avait. Et on a pu obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle. On vient de vous exposer qu'il n'y avait pas de tableau de maladie professionnelle pour les tumeurs cérébrales. Les reconnaissances de maladies professionnelles en France, c'est une procédure particulière qui est différente suivant qu'il y a justement un tableau de maladie professionnelle ou pas de tableau de maladie professionnelle. Les tableaux de maladie professionnelle, il y en a dans le régime agricole et dans le régime général. C'est des petits tableaux sur lesquels il y a une colonne avec la désignation de la maladie, une colonne qui décrit à combien de temps après l'arrêt de l'exposition la maladie doit avoir été déclarée pour être prise en charge, et une colonne qui va décrire les travaux, par exemple exposition aux pesticides, ça va décrire utilisation de pesticides, contact avec les pesticides, etc. Si jamais vous avez les 3 colonnes qui sont remplies, vous avez une présomption de lien, et du coup vous avez une reconnaissance qui est bien facilitée de l'origine professionnelle de la pathologie. Si jamais il y a une des conditions du tableau, par exemple vous n'avez pas, la maladie s'est déclarée trop longtemps après l'arrêt de l'exposition, à ce moment-là, le dossier est soumis à un comité de reconnaissance de maladie professionnelle, qui est un comité de 3 médecins, qui va rendre un avis. Et si jamais la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, là, le dossier est encore soumis à ce même comité. Sauf que si la maladie n'est pas du tout désignée dans un tableau de maladie professionnelle, ce comité il va devoir rendre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel. Donc ça veut dire que non seulement il doit y avoir une relation de causalité, mais en plus, il ne doit pas y avoir de facteur extra-professionnel qui a pu causer la pathologie. Donc on a, contrairement au système de présomption, quand la maladie est ce qu'on appelle hors tableau, en fait c'est à la victime, à la famille de la victime, aux ayants droit, d'essayer de rapporter par tous les moyens la preuve que ça peut être lié. Et donc c'est ce qui a été fait dans chacun de ces dossiers. C'est juste pour illustrer aussi que chacun de ces dossiers est vraiment un combat. Le combat de rapporter la preuve de l'exposition aux pesticides. Alors parfois les factures, elles sont compliquées à retrouver, ça fait 10 ans, les deux comptes, ils n'ont pas forcément été conservés, etc. Donc il y a tout un travail en plus de gérer la maladie, en plus de gérer le deuil, d'aller rechercher les preuves de l'exposition. Et après, il y a le travail que nous, on a fait en tant que cabinet d'avocats, qui est d'aller en fait explorer la littérature scientifique. Parce que ce qu'on constate, c'est que quand les dossiers sont soumis directement au comité, souvent les comités, ils vont se contenter de regarder 2-3 références, par exemple le Centre international de lutte contre le cancer, le CRC, de recherche contre le cancer, et ils vont dire est-ce que c'est répertorié dans les facteurs de risque? Oui, non. Et puis ils vont rendre un avis sans vraiment aller chercher plus loin. Sauf qu'avant, par exemple, d'avoir une classification de cancérigène, etc., par le CIRC, il y a plein d'étapes et il y a énormément de littérature scientifique. Et ça, c'est, nous notamment en tant que cabinet d'avocats, notre travail d'aller chercher cette littérature scientifique. Et en ce qui concerne les tumeurs cérébrales après exposition aux pesticides,
Il y a des études, la neurotoxicité des pesticides, elle est établie de longue date. Il y a de très nombreuses études qui en parlent. Après, dans le cas plus précis des tumeurs cérébrales, en fait, dès la fin des années 90, on voit qu'il y a déjà des études qui font le lien, qui montrent qu'il y a une recrudescence dans les populations agricoles de tumeurs cérébrales après exposition aux pesticides. Alors, c'est d'autant plus compliqué en fait aussi d'avoir ces résultats que c'est des pathologies avec une évolution souvent très rapide. Et du coup, les études scientifiques, c'est compliqué de pouvoir par exemple étudier les substances précises qui ont été utilisées, etc. C'est pour ça que la littérature scientifique, elle a mis assez longtemps avant de s'étoffer. Et il y a notamment eu si vous devez retenir deux grosses études, mais qui en fait ne sont pas vraiment des études, mais finalement viennent compiler et évaluer la validité d'études qui ont été réalisées. Vous les verrez dans le dossier de presse, mais il y a notamment la thèse du docteur Clément Piel qui portait précisément sur les tumeurs cérébrales. Dedans, voilà, il répertorie un certain nombre d'études qui font le lien entre l'exposition aux pesticides et les tumeurs cérébrales. Et là, je dirais que c'est un peu ce qui a achevé de convaincre notamment les comités, parce que c'est une source qui est très officielle, c'est l'expertise collective de l'INSERM. Il y a une première édition en 2013 qui a été revue et réévaluée en 2021. Et ce qu'on remarque, c'est que déjà en 2013, il y avait le lien était qualifié de faible, mais pour déjà que le lien soit qualifié de faible, ça veut dire qu'il y a déjà des éléments, qu'il y a déjà des études. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que en 2021, il passe de faible à moyen. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plus d'études dans l'intervalle, qu'il y a eu plus d'études qui ont été étudiées. Donc en fait, ce qu'on remarque quand même en matière de pesticides, et particulièrement avec ce cas de figure des tumeurs cérébrales, c'est que c'est souvent la quantité des études qui va pouvoir venir confirmer ce lien. Et c'est toujours très frustrant aussi pour les familles de victimes en fait, de se dire en fait c'est juste qu'il n'y a peut-être pas assez de moyens pour la recherche, qu'on n'a pas suffisamment d'études et que le lien n'est pas suffisamment établi. En l'occurrence, dans le cas des tumeurs cérébrales, on le voit entre les premiers dossiers où on bataille, on écrit des courriers avec de la littérature scientifique, on met en pièces jointes des études, parfois on écrit aux chercheurs pour leur demander leurs études parce qu'elles ne sont pas accessibles. On fait des traductions, etc. Entre ces premiers dossiers et les dossiers qui viennent plus tardivement, il y a une vraie évolution. Parce que les premières reconnaissances, elles permettent quand même d'ouvrir une porte de reconnaissance pour les autres. Aujourd'hui, on a 6 reconnaissances. C'est vraiment un très beau résultat et ça fait un effet boule de neige. Et notamment la médiatisation aussi permet aux personnes ça permet d'éveiller la conscience chez ces personnes que c'est peut-être l'exposition aux pesticides qui a pu provoquer la pathologie. Et donc tous ces facteurs en fait, permettent la prise en charge de ces personnes et de leurs familles et la reconnaissance des maladies professionnelles. Tout à l'heure, on vous a évoqué le fait que dans ces dossiers, il y avait des dossiers qui avaient été reconnus de manière implicite. La reconnaissance implicite, c'est assez simple, c'est quand la caisse en fait, ne respecte pas la procédure d'instruction du dossier. Et quand la caisse ne respecte pas la procédure d'instruction du dossier, il peut y avoir une reconnaissance automatique du caractère professionnel. C'est-à-dire que le comité de médecins dont je vous parlais ne se prononce pas. Ou même si jamais il s'est prononcé et par exemple qu'il a été défavorable, on peut quand même obtenir la reconnaissance de manière implicite. Et c'est ce qu'on a fait parce que nous, en tant qu'avocats, notre premier travail, même si c'est bien sûr de faire avancer de manière générale la cause et de pouvoir obtenir que les tumeurs cérébrales soient reconnues comme pouvant être en lien avec les pesticides, notre première préoccupation, c'est les familles. Donc en fait, la reconnaissance implicite, elle a pour avantage souvent de pouvoir court-circuiter le processus habituel qui est très très long. Et en fait, on va voir les caisses, on va voir les juridictions, on dit la caisse n'a pas respecté l'instruction, vous devez reconnaître. Et ça permet aux personnes en fait, de pouvoir bénéficier de leurs droits de manière beaucoup plus rapide. Voilà, c'était un bref, je vous ai brossé brièvement la procédure. Un dernier point, il faut savoir qu'aujourd'hui, en maladie professionnelle en lien avec les pesticides, des tableaux de maladies professionnelles qui mentionnent expressément le lien avec les pesticides, il y en a 3.
Il y a le tableau 58 qui est la maladie de Parkinson, il y a le tableau 59 qui regroupe un certain nombre de cancers du sang, et il y a le tableau 61, il me semble, 61, qui est le cancer de la prostate. Je vous parle des tableaux qui mentionnent précisément pesticides, parce qu'après il y a d'autres tableaux qui mentionnent des substances particulières contenues dans les pesticides, et c'est toute une autre affaire. Mais il faut savoir que ces tableaux, le tableau 58, il date de 2012. Donc en fait, on est quand même sur une inscription très très récente de ces maladies, sachant que les tableaux de maladies professionnelles, ils datent du début du XXe siècle. Donc on a vraiment une évolution très très récente. Et ces tableaux, ils ont été créés notamment parce qu'il y a des personnes courageuses qui ont mené ces combats, qui ont obtenu la reconnaissance de maladies professionnelles alors que ces tableaux n'existaient pas, qu'il y a eu de la littérature scientifique qui est venue conforter, etc. Et en fait, c'est tous ces éléments qui ont pu aboutir à la création de ces tableaux. On a envoyé ce matin une lettre à la Première ministre lui demandant l'inscription des tumeurs cérébrales dans les tableaux du régime agricole et du régime général, les deux, parce qu'en fait, il y a des gens qui travaillent dans l'agriculture, mais qui relèvent du régime général. Et quand eux, ils vont demander la maladie professionnelle, on leur dit non, mais dans notre tableau du régime général, ça n'existe pas. Donc, comme le cancer de la prostate a été inscrit dans le régime général et régime agricole, il faut aussi que les tumeurs cérébrales se soient dans les deux tableaux. Donc on a écrit ce matin à la Première ministre, ministre de l'Agriculture, copie ministre de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition, et copie au président de la COSMAP. La COSMAP, c'est la commission qui est une commission consultative constituée de médecins, de chercheurs, de la mutualité sociale agricole, des syndicats ouvriers, des syndicats agricoles, et qui ont entre autres mission de proposer au ministre l'inscription de nouvelles maladies. Donc voilà, tout ça c'est parti ce matin.